Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Je vais fermer ceci. Bonjour, enfin bonsoir même. Hop. Alors, dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez. Hop. Ok. Là, c'est bon. Bonjour Claire. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Super. Bonjour Joanne. Soline, Peggy. Ok, super. Donc on me voit, on m'entend. C'est génial. Bonjour Céline, bonjour Charline. Tout fonctionne. Christina aussi. Parfait. Tout est ok. Magnifique. Quand tout fonctionne, c'est vraiment l'idéal. Bonjour Myriam. Ok, vous êtes déjà 50. Ok, ça monte vite. Euh, Bonjour Mariam de Tanger. Ah, on le fait à distance là, c'est bien. Les avantages d'Internet. Bonjour Rachel, bonjour Malicia. Bonsoir Annette. Donc, je vous laisse arriver petit à petit. Et on commence dans 2 minutes. Bonjour Anne. Pour cette séance, donc on va se prendre une petite heure sur questions-réponses sur le TDAH. Bonjour Evelyne, bonjour Céline, bonjour Emmanuel. N'hésitez pas, vous êtes déjà 100 maintenant de présents. Alors, Aline, vous ne voyez rien, est-ce normal? Non. Alors, sauf si les gens ne me voient pas du tout, mais bonjour Claire, bonjour Manal. Donc, a priori, bonjour Servan. Dites-moi si vraiment il y a des difficultés vidéo ou autres. Bonjour Anne-Sophie, bonjour Nawel. Alors, alors, hop. Alors, je vous préviens tout de suite aussi, on se fait spammer régulièrement par des bots. Donc, si vous voyez un spam avec live, avec un lien en dessous, ne cliquez surtout pas évidemment, ce sont des bots qui essayent de capter les informations. Donc vraiment, ne cliquez pas là-dessus. C'est vraiment important. S'il y a des publications sur les lives, sur les conférences, ainsi de suite, c'est uniquement avec ce profil et absolument jamais personne d'autre. Donc voilà. Alors, je reprends donc Servan Anne-Sophie, Nawel de Montréal, cool. Ah oui, donc il est quoi, midi chez vous avec Nawel? Euh, Bonjour à Beverly. Ok, Muriel, Karel, Evelyne, Déborah, je suppose. Bien, bah écoutez, 18h02. Bonjour de la Martinique, de Marjorie, super. Alors, donc, bah écoutez, la Guadeloupe aussi. Donc, on va vraiment faire de l'international, c'est bon. Bien, ce que je vous propose. Bonsoir Bérénice. Donc, vous êtes déjà pas loin de 150 là, présent. 13h, Noël, ok. Le Maroc est présent aussi, c'est génial. Je me tiens à votre disposition. Donc, je réponds aux questions. Je vais vraiment, si je ne sais pas, comme d'habitude, si je ne sais pas, je vous le dis. Si je peux répondre ou vous aiguiller, je le fais au mieux. Mais prenons effectivement cette petite heure ensemble pour essayer d'échanger autour du trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Et vraiment avec l'objectif d'essayer de répondre au maximum à vos questions.
Alors, on va commencer. Donc, bonsoir Émilie. Ah, Johan de Montréal, magnifique. Charlize, donc oui, on est 140 là, 136 même. Bon, j'ai 136 actuellement. Du Québec. Mais c'est génial en fait, je vais vraiment passer sur cette question. Alors, Céline, donc un petit résumé sur le TDAH pour commencer. Oui, allez, on démarre là-dessus. Donc, trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, donc le TDAH. Donc en gros, si on veut scinder tout, si on veut résumer cet aspect-là, c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire que vous allez naître avec, mourir avec. C'est une particularité du développement du cerveau, plus spécifiquement des zones frontales, donc juste ici devant, avec l'idée de particularité en termes de régulation de l'attention. Donc l'incapacité vraiment à stabiliser l'attention, donc avoir une attention vraiment hop 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 qui fluctue très très fort, qui va toucher aussi la régulation des émotions, la régulation de la motricité éventuellement, donc l'idée un petit peu, hein, cette question de l'hyperactivité, mais également l'incapacité d'inhiber certaines choses, de se retenir de faire certaines choses. Le TDAH, il est caractérisé donc par la fluctuation, par le fait que vous ayez un trouble comme ça qui est un peu fluctuant dans le temps. Donc ça, c'est clair que ce sont des choses qui sont présentes. Dès la naissance, en général, on le repère aux alentours de l'entrée dans l'école primaire, CP et ainsi de suite. Mais on peut le détecter légèrement plus tôt si on le veut. Enfin, si on le veut. Quand c'est possible, hein, évidemment. Et de se dire que c'est un trouble qui peut être accompagné aujourd'hui. On a des recommandations internationales, on a les capacités de détection de ce type de difficultés. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de banalisé et de simple, mais il faut savoir que ça touche entre 5 et 7% des enfants aujourd'hui, et entre 3 à 4% des adultes. Alors pourquoi il y a une baisse? Simplement parce qu'il y a une forme de rémission, entre guillemets, qui peut éventuellement se faire à l'âge adulte. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de TDAH à l'âge adulte, loin de là, d'accord, mais qu'on va avoir une potentielle compensation possible, la mise en place de stratégies qui peut se faire avec le temps, mais pas toujours, et parfois une diminution de certaines symptomatologies, notamment hyperactive impulsive, et l'inattention peut toujours rester présente et donc entraver le quotidien. Donc un trouble neurodéveloppemental, on n'est pas dans un problème de comportement, d'éducation et ainsi de suite. On est vraiment sur une difficulté neurologique. On va naître avec, elle va se développer et elle va entraîner potentiellement des difficultés. Et quand elle entraîne des difficultés, on va se poser la question des troubles de l'attention. Donc voilà Céline pour le petit résumé. Et donc l'objectif c'est de pouvoir échanger autour de ces troubles et de pouvoir répondre aux questions. Donc première question de Stéphanie, une petite question à côté de la plaque. Il n'y a pas de question à côté de la plaque Stéphanie, je tiens vraiment à le souligner. Posez vos questions. Au pire, j'ai pas la réponse. Hein. Enfin, voilà. J'essaye d'aiguiller avec les connaissances éventuelles que j'ai, mais vraiment n'hésitez jamais à poser vos questions. Il n'y a pas de bêtes questions. Donc, est-ce que TDAH et maladies dégénératives se lient, sont liés, sont peut-être liés également? Alors, à ma connaissance, on n'a pas montré de lien direct entre le TDAH et les maladies dégénératives. Donc, a priori, on n'a pas de lien direct. Alors, donc, pas de causalité entre les deux. D'accord? Est-ce qu'il y a vraiment des liens, des corrélations, la présence, ainsi de suite? Aujourd'hui, je ne sais pas vous dire, tiens. Il faudrait que je refasse. À l'époque, quand j'avais regardé, donc il y a plusieurs années que j'avais regardé, parce que moi je m'intéresse principalement à l'enfant et à l'adolescent, mais à l'époque, quand j'avais regardé, j'avais pas trouvé de lien direct entre les deux, ni même de corrélation entre les deux. Donc voilà. Peut-être que ça a changé avec le temps, avec les recherches, mais à ma connaissance, je ne pense pas qu'on puisse lier les deux, en tout cas aujourd'hui. Donc, hop là. Alors, est-ce que le TDAH peut être familial, génétique, clair? Oui, il l'est même principalement. C'est-à-dire que on a une base génétique. On parle en fait d'héritabilité, c'est-à-dire la transmission de fragilité génétique avec un TDAH, avec une déclaration qu'on appelle épigénétique. Alors épigénétique, ça veut dire que vous avez des gènes candidats à l'apparition d'un TDAH
Et les facteurs environnementaux vont faire en sorte que ces gènes s'activent ou non. D'accord? Donc vous avez des facteurs de risque de développement de la génétique du TDAH. Donc aujourd'hui, on en est à peu près là. D'accord? Avec encore énormément de questions sur le sujet, beaucoup de choses à mettre en place et à comprendre, en tout cas dans le développement du TDAH. Mais aujourd'hui, ce regard sur la génétique est bien réel. On a des facteurs, même si on n'a jamais identifié précisément les gènes TDAH. Hein. On a une constellation de gènes aujourd'hui qui sont des gènes candidats, des gènes d'explication, et ainsi de suite, mais on n'a pas un profil génétique très précis où on se dirait, cette personne-là, puisqu'elle a ces gènes-là, elle devient TDAH. Non, ce sont des facteurs beaucoup plus complexes de croisement entre la génétique et l'environnement. Donc vraiment l'épigénétique, ce qui fait qu'on ne peut pas prédire à 100% l'apparition d'un TDAH chez quelqu'un. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Donc oui, c'est principalement génétique, héritabilité et impact de l'environnement sur le déclenchement du gène. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal. Bonsoir Cécile, Esther, Ménia, Beverly, le lien entre l'hypersensibilité et le TDAH. Donc, hypersensibilité, TDAH, l'idée, c'est quoi? C'est que déjà, on va définir hypersensibilité. Si, comme ça, moi je remets un peu les choses un peu dans l'ordre. Hypersensibilité, aujourd'hui, c'est une forme de sac un peu fourre-tout, pour moi. D'accord? L'hypersensibilité, c'est une espèce de mix entre de la régulation émotionnelle, ou plutôt de la dysrégulation émotionnelle, donc la difficulté à gérer son émotion, donc vraiment cette idée que les émotions peuvent partir très vite, hein, d'accord? Donc on est un peu plus hypersensible, on est plus sensible, on a plus de difficulté à réguler ses émotions, ça c'est une chose. Et aussi dans ce paquet-là, malheureusement, on met ce qu'on appelle l'hypersensorialité, c'est-à-dire des réactions de sens par rapport à l'environnement. Donc par exemple d'être plus sensible au bruit, plus sensible à la lumière, au toucher, et ainsi de suite. Et on vous met un package des deux et on vous dit c'est de l'hypersensibilité. Je pense que les deux sont différentes et se gèrent différemment pour le coup. Donc je pense que c'est quelque chose qui est euh, assez important à avoir en tête. C'est de quoi on parle quand on parle du lien entre TDAH et autre chose. C'est-à-dire qu'on sait que dans le TDAH, et de nombreux auteurs de très haut niveau, hein, Russell Barclay par exemple, Edmundson Gabark, des gens vraiment très compétents sur les modèles cognitifs du TDAH, vont venir appuyer le fait que l'émotion, la régulation émotionnelle, et notamment la dysrégulation, c'est-à-dire la capacité à gérer l'émotion, à essayer d'être relativement stable, je suis en colère mais j'arrive à la contenir et je passe, je suis triste, je me force et je pleure pas. Mais en fait, on va s'apercevoir que ça c'est de la régulation, et puis vous avez de la dysrégulation, c'est des trucs où ça part dans tous les sens. D'accord? Mais cette dysrégulation émotionnelle, pas mal d'auteurs aujourd'hui essayent de défendre le fait que ça devrait être un critère de diagnostic du TDAH. D'accord? Donc oui, il y a un lien entre la régulation émotionnelle, qui est en fait très exécutive, donc au niveau du cerveau, c'est très frontal, hein, c'est très orbitofrontal comme zone, pour la gestion de l'émotion, en partie, hein, d'accord? Quand je vous montre une zone, c'est pas la zone seule qui gère le truc, mais donc on a un réseau par rapport à la gestion de l'émotion, et en partie orbitofrontal, donc très exécutif. Et on sait que dans le TDAH, ça fluctue un peu plus. Donc forcément, l'émotion aussi, elle fluctue un peu plus. Cette gestion d'émotion, elle peut être difficile. Donc oui, on a un lien entre la régulation émotionnelle et le TDAH. Après, on a quelques études quand même aujourd'hui qui nous montrent que certains patients TDAH présentent des difficultés au niveau sensoriel. C'est-à-dire qu'ils sont plus vite attirés par les environnements, voire c'est plus dérangeant, aussi bien au niveau auditif qu'au niveau visuel. Ça peut être problématique. Et donc on va avoir des aspects sensoriels qui sont un petit peu touchés dans le cadre du TDAH. Par contre, ça, c'est loin d'être systématique, pour le coup. Là où la régulation émotionnelle, quand vous travaillez avec les TDAH, on sent quand même, et notamment chez les adultes, pour le coup, pour rejoindre un peu les autres questions sur les adultes, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Ça pose quand même pas mal de problèmes, cette gestion émotionnelle aujourd'hui dans le TDAH. Donc, oui, Beverly, il y a vraiment un lien entre régulation émotionnelle et TDAH, ça c'est clair. Sensorialité, ça dépend vraiment des profils.
On a des personnes avec TDAH qui ont des difficultés sensorielles, et d'autres qui n'en ont pas du tout. Donc ça va dépendre un petit peu. Donc ça, c'est un petit peu le paquet hypersensibilité. D'accord? Donc pour moi, l'hypersensibilité, on va la scinder en deux: régulation d'émotions, sensorialité, parce que ça se prend pas en charge du tout de la même façon pour le coup. Donc je pense que ça, ce sont des choses qui sont à regarder. Alors selon mes conférences, ce sont en séance les thérapies TCC qui fonctionnent le mieux. Alors Barbara, oui, alors selon mes conférences, parce que j'en parle, mais c'est surtout aussi parce que c'est la thérapie qui a montré aujourd'hui, et je parle bien de aujourd'hui, le plus d'efficacité dans la gestion des comportements en TDAH. D'accord? Donc ça vient pas de moi du tout, c'est pas moi qui fais ces recherches-là. Vous avez d'ailleurs un consensus mondial sur le TDAH qui est sorti le mois passé, et qui met quand même en évidence que, en préconisation de thérapie, ce sont effectivement les TCC qu'on va mettre en place. Maintenant, ça ne veut pas dire que les autres thérapies ne fonctionnent jamais, évidemment, ou que la TCC fonctionne toujours. Ok? Donc l'idée, c'est que la TCC on a des recommandations pour la TCC à mettre en place, et encore à partir d'un certain âge. Hein. Donc on est quand même 10, 11 ans. Hein. Avant, c'est quand même compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est plus compliqué. Et que c'est celle qui a montré le plus d'efficacité. Ça ne veut pas dire qu'elle marche à 100%. Et ça ne veut pas dire que les autres ne fonctionnent pas. Ça veut simplement dire que les autres montrent moins d'efficacité, voire pas du tout dans certains cas, hein, d'accord? Mais clairement, on a des choses là-dessus. Donc, donc c'est selon mes conférences, parce que je reprends les informations. Hein, c'est pas moi qui voulais, qui voulais inventer. Hein. Donc, Céline, est-ce vrai que ça peut passer naturellement à l'adolescence? Alors, il y a la question, effectivement, même dans les critères de diagnostic, on a un bloc sur le TDAH en rémission. Donc, ça ne passe pas, d'accord? La rémission, comme on en parle dans le TDAH, elle est soit c'est une rémission symptomatologique, ça veut dire qu'on a moins de symptômes, ça ne veut pas dire que ça pose pas problème, ça veut dire qu'on a moins de symptômes, soit elle est fonctionnelle, ça veut dire que ça ne pose plus problème. C'est-à-dire qu'on a toujours des symptômes, mais il ne pose plus problème au quotidien. Ça ne veut pas dire que le TDAH disparaît. Ça veut dire simplement que certains symptômes ont tendance soit à avoir moins d'impact, soit à être moins présents. On le voit notamment chez les adolescents où l'hyperactivité et l'impulsivité a tendance à diminuer. D'accord? Et donc, parfois, ne pose plus problème. Donc oui, c'est vrai, dans certains cas, le développement, le TDAH, de manière générale, il va avoir une tendance, dans certains cas, je précise, à avoir une diminution de certains symptômes. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus TDAH. C'est TDAH en rémission, et souvent c'est des rémissions fonctionnelles, donc elles n'ont plus d'impact, ou symptomatologiques, dans le sens où vous avez moins de symptômes, mais ça pose toujours problème au quotidien. Donc ça, je pense que c'est important. Emmanuel, quotient émotionnel TDAH, immaturité affective. Alors, quotient émotionnel, je n'y connais rien du tout sur le sujet. Parce que je me suis jamais intéressé à cette question du quotient émotionnel, et que je pense que, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas l'évaluer. En fait. C'est-à-dire c'est une espèce de représentation, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'un quotient intellectuel, et on est bien d'accord sur la question, et on a mis en place des quotients sur le côté pour faire le lien avec le quotient intellectuel, mais je pense pas que la visée est forcément de les comparer les uns aux autres, pas du tout. Et donc on a des aspects émotionnels. Par contre, je pense que immaturité affective, quotient émotionnel, ainsi de suite, ça revient à la question que pas mal de personnes se posent sur la question de la régulation des émotions dont j'ai parlé notamment avant. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous un peu dans la même catégorie, mais qu'on utilise chacun, selon notre profession, selon le domaine, des termes différents. D'accord? Et donc effectivement, quotient émotionnel, je sais pas trop. De manière générale, on sait que TDAH, c'est fort lié à cet aspect régulation de l'émotion, et notamment de la difficulté qu'on a à gérer l'émotion. Aujourd'hui, on a plutôt ces aspects. Donc, ça, c'est vrai que ce sont des choses qu'on retrouve en tout cas dans la littérature, de manière générale. Donc, bonjour Laura pour la Belgique. Stéphanie, bonjour. Quel âge rémission possible lorsqu'on est adulte? Ah, ben, c'est une bonne question. Il n'y a pas d'âge en fait. Ça va dépendre des compensations, ça va dépendre de la mise en place des stratégies, ça va dépendre de l'accompagnement, ça va dépendre de plein de choses. Donc, il n'y a pas d'âge, et il y en a qui vont
Là, on a une étude qui est sortie aux Pays-Bas sur les- alors, les vieux TDAH, c'est-à-dire les personnes 65 ans et plus avec TDAH. Donc, et des effets que ça peut avoir le TDAH à 65 ans et plus. Donc il y en a qui encore subissent les difficultés bien convenablement. Hein. Donc oui. Anne-Sophie, qui pose le diagnostic? En Belgique, en France, je vais parler des deux pays que je connais le mieux, enfin Belgique et France, ce sont les médecins qui posent euh, des diagnostics. Donc neuropédiatre, pédopsychiatre, neurologie, psychiatrie. De manière générale, ce sont eux qui vont poser les diagnostics. Donc on est un peu sur cet aspect-là. Donc même s'ils se basent régulièrement sur les évaluations qui sont faites avant, pluridisciplinaires, en règle générale, c'est pas en règle générale, ce sont les médecins qui posent les diagnostics. Donc ça, c'est pas, ce sont des diagnostics médicaux, donc il y a eux qui sont là-dessus. Alors Jean, quelles sont mes habiletés en matière de neuropsychologie? Vous voulez mon parcours en fait? Donc pour vous donner un petit peu le parcours que j'ai fait, si c'est pour juste prouver que je suis bien neuropsychologue. Donc moi j'ai fait mes études à l'université de Mons, donc dans le service de psychologie cognitive à l'époque et de psychologie cognitive et de neuropsychologie. J'ai travaillé à l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles dans un service de neurochirurgie. Et puis j'ai entamé de la recherche à l'université de Mons sur les profils cognitifs des interprètes de conférences. Donc des gens qui au niveau exécutif et attentionnel étaient à très haut niveau. Et j'ai fait un diplôme universitaire en parallèle à Paris-Descartes sur le diagnostic et le diagnostic et la prise en charge du TDAH. Et ça fait maintenant presque 10 ans que je consulte sur le sujet. Donc, ouais, je me suis un peu orienté là-dedans et j'ai travaillé sur ces aspects-là. Donc principalement, juste de l'évaluation, je ne fais pas de prise en charge. Donc évaluation pour les troubles neurodéveloppementaux et de l'accompagnement, de la guidance parentale, les programmes Barclay, les programmes d'entraînement aux habilités parentales. Donc voilà un peu le profil de la personne qui vous parle ce soir. Florence, est-ce qu'une grande difficulté, voire une incapacité à sortir du sommeil le matin peut être liée au TDAH? Alors, on sait que le lien entre trouble du sommeil et TDAH, il y a vraiment une liaison entre les deux. Donc, il y a une corrélation qui est présente, et même certains auteurs, comme Stephen Becker, par exemple, ont publié sur les aspects de sommeil et de TDAH, et lui, il préconise même de penser le TDAH comme un trouble sur 24 heures. Alors, je m'explique rapidement. C'est vrai que globalement, on a une tendance à voir le TDAH que la journée. Et si c'est un trouble neurodéveloppemental, il n'y a pas forcément de raison de ne pas penser que peut-être la nuit, ça engendre aussi des difficultés. Et donc, il y aurait peut-être des particularités du sommeil du TDAH. Donc, aujourd'hui, on a des représentations comme ça qui peuvent exister sur potentiellement le TDAH et le lien avec les difficultés de sommeil. Par contre, l'incapacité à sortir du sommeil le matin, moi j'aurais tendance à conseiller, mais ça c'est le professionnel qui va vous accompagner, qui peut-être va pouvoir accompagner cet aspect-là, c'est de se poser la question d'un trouble du sommeil vraiment avéré. Donc faire attention à ça. Donc, euh, Laura, mon fils TDAH avec dyspraxie peut-on inspirer une vie normale pour lui? Bien sûr, Laura, il n'y a pas de raison. L'idée, c'est que c'est pas déterministe dans le sens où si vous avez des troubles, ah mon Dieu, on on va rater sa vie. Non, l'idée, c'est que ça va permettre, en fait, la question, elle va surtout se poser sur les compensations qui sont mises en place, les choses qu'on va mettre en place pour compenser le trouble, les stratégies d'accompagnement qu'on va mettre en place. Donc bien sûr, on peut aspirer à une vie tout à fait normale à partir du moment où on est bien accompagné. On cible bien, on met bien les outils en place et normalement il y a... alors, bon, pas de problème, j'exagère. C'est sûr que pour réaliser certaines choses spécifiques, ça demandera peut-être plus de travail ou plus d'accompagnement. Soyons quand même relativement réalistes, mais ça n'empêche rien. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Gardons quand même cette idée de positivité, de se dire, hop, on est quand même sur quelque chose où aujourd'hui on a des connaissances, elles ne sont pas complètes, parce qu'il faut vraiment aussi avoir cette,
ce regard modeste sur nos connaissances, parce que je pense que les gens qui arrivent en disant on connaît tout, on sait, on fait, il faut faire ça. Voilà, et ça va aller. Ça, je pense quand même que il faut faire attention à cet aspect-là. Mais de se dire qu'on a des connaissances qui nous permettent de mettre en place certaines choses, d'accompagner et éventuellement d'aider au maximum, pas que les enfants, mais aussi les familles, les adolescents, les adultes, et d'essayer de les accompagner au mieux pour que ça aille justement de manière générale. D'accord. Mylène, bonsoir. Beverly, hypersensibilité TDAH, j'ai répondu. Cindy, que peut-on mettre en place en classe quand TDAH en tant que parent et pour l'école? Mais Cindy, j'ai envie de dire, c'est pas une question de TDAH pour le coup. Donc ce lien avec l'école, il est important. Et moi, j'ai envie de dire, c'est pas le TDAH qu'il faut prendre en charge, c'est les difficultés scolaires. C'est-à-dire, quelles sont les difficultés que l'enfant, l'enseignant et vous avez comme problème pour qu'on puisse mettre en place des choses spécifiques par rapport aux difficultés que vous rencontrez, que vous soyez parent à l'école et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de réponse toute faite, puisque ça ne dépend pas du TDAH, ça dépend des difficultés que vous rencontrez, ou que l'enseignant rencontre, ou que les parents rencontrent. Alors, je suis, vos messages, c'est... il y en a plein. Voilà. Alors, je précise tout de suite, si je réponds pas à tous les messages que je vois passer, c'est normal, il y en a qui sautent parce que je vois les messages défiler quand même relativement vite. Je répondrai par écrit après au besoin, je repasse de toute façon après le live pour répondre par écrit aux questions. Donc n'ayez pas peur si je ne réponds pas tout de suite, je répondrai par écrit juste après. Anne-Sophie, peut-on trouver d'importantes différences d'expression des symptômes selon les environnements de vie? Bien sûr. Il n'y a pas de raison, les environnements ne sont pas les mêmes, donc vous pouvez avoir plus d'agitation par exemple dans un milieu de vie et moins dans un autre, vous pouvez avoir plus de difficultés inattentives d'un côté par rapport à un autre, pour des questions de motivation, mais également des aspects de compensation qui sont mis dans des environnements et pas dans un autre. Par contre, on retrouvera de manière globale des symptômes, pas forcément les mêmes, mais des symptômes dans plusieurs environnements de vie. C'est ça qui va faire la différence. Alors. Ok, bonsoir Magali. Donc Christina, je disais quelles sont les interventions qui fonctionnent le mieux pour compenser les difficultés de l'élève. C'est très intéressant. Je m'arrête dessus. Alors, les interventions qui fonctionnent le mieux. Aujourd'hui, on a des études qui montrent que la première chose à faire dans le cadre du TDAH pour l'école, c'est de former l'enseignant. Et pas de former l'enseignant à mettre des outils en place, c'est-à-dire pas lui donner des outils pour que ça aille et que ça gère les choses, mais de le former sur ce que c'est le TDAH, ce que ça implique, ce que ça entraîne chez l'élève. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes, et ça marche aussi avec les parents en fait, c'est pour ça qu'on forme les parents, qu'on fait de la psychoéducation pour les parents, mais on le fait aussi pour les enseignants, c'est de dire que si vous êtes un enseignant et que vous avez compris comment fonctionnait votre élève, naturellement, vous allez mettre des choses en place. Ça ne veut pas dire que vous allez tout régler, mais naturellement, les enseignants, ils ont assez de compétences, en fait, sans qu'on leur amène 20 000 outils, pour que, une fois qu'ils ont compris leur élève, ils s'adaptent à lui, en fait. Ça fait partie de leur travail. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que quand on donne les clés de compréhension aux enseignants, naturellement, leur métier, c'est de faire en sorte que ça se passe bien. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est quelque chose, moi, que j'ai découvert dans le temps et dans la littérature, mais de manière générale, c'est quand on fait confiance à l'enseignant, c'est juste de se dire, les outils, vous les avez, c'est votre travail, vous êtes formé pour, je vous donne la clé de compréhension de votre élève. Et le simple fait de mettre en place une psychoéducation de l'enseignant, de lui expliquer ce que c'est le TDAH, de lui donner cette compétence-là, ça facilite énormément de choses. C'est bien plus efficace que d'arriver avec des outils tout faits. Et de dire, voilà, cet élève-là, il a ça, faites ça, 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 ça et ça. En fait, on s'aperçoit que ce type d'intervention, dans le temps, en fait, elle ne se maintient pas. C'est-à-dire que souvent, on donne les outils, et dans le temps, il y a une perte de sens. C'est-à-dire, j'utilise cet outil-là, mais pourquoi? Comment je le fais? Et ça, je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Et donc, de se dire, hop, on va changer ça, on va donner les compétences à l'enseignant pour être capable d'avancer une fois qu'il a compris son élève, tout simplement.
Alors, est-ce qu'il y a des traitements naturels efficaces en dehors du méthylphénidate? Je réfléchis. Des traitements naturels efficaces. On parle d'efficacité au sens médical du terme, d'accord? Donc statistique, j'en ai pas en tête. Je ne dis pas qu'il n'y a rien d'efficace. Je tiens à préciser. Je ne dis pas ça. Je dis juste qu'on n'a pas montré d'efficacité de traitement naturel. C'est-à-dire que ce sont souvent des approches complémentaires à d'autres choses, à d'autres traitements. Après, ça n'empêche pas que pour certaines personnes sur la planète, quelque chose en particulier ait un effet bénéfique. Ça ne change pas. Mais par contre, l'idée, c'est qu'on va avoir euh, pas de pas d'efficacité massive des produits naturels. Après, ça va dépendre de quel produit vous avez en tête. Hein, mais... oui. Isa, un TDAH peut-il être acquis et non inné? Alors, si c'est un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est forcément inné. D'accord? C'est donc génétique, environnement, ça se déclenche et c'est neurodéveloppemental. Ça ne peut pas être acquis. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des problèmes attentionnels, de l'hyperactivité qui est un comportement ou une impulsivité acquise, comme par exemple on le voit dans des traumas crâniens ou dans des commotions cérébrales, on a quelque chose d'acquis, c'est-à-dire qu'on peut voir le moment où c'est apparu, d'accord? Comme les stress post-traumatiques, par exemple. On va avoir les mêmes symptomatologies, mais ce n'est pas le même trouble. Donc voilà, le TDAH c'est inné. Euh, Alors, Vanessa. Bonjour, j'ai un fils TDAH diagnostiqué multidis depuis peu. Il est mis sur Rilatine. Avez-vous des recommandations supplémentaires sur Ritaline bah, ça dépend des difficultés qu'il a, en fait, Vanessa. C'est-à-dire, pour moi, on me dit il a un TDAH multidis. Oui, quelle est la problématique? C'est-à-dire que les accompagnements, les choses qu'on met en place, elles sont spécifiques aux problèmes qu'on rencontre. C'est-à-dire que moi, si on me dit, voilà, TDAH, machin, ok, j'ai envie de vous dire, les recommandations, c'est est-ce que vous avez bien compris comment fonctionnait votre enfant? Donc, est-ce qu'on a fait de la psychoéducation avec vous? Est-ce qu'on vous a bien expliqué ce que c'était le TDAH? Ce qu'étaient les troubles de l'apprentissage associés? Quelles étaient les difficultés? Est-ce qu'on a travaillé avec vous l'hygiène de vie de base qui est l'alimentation, le sommeil, la gestion du sport, les écrans éventuellement? Est-ce qu'on a travaillé ça? Est-ce qu'il y a eu un contact avec l'école qui a été fait? Est-ce qu'on a tout bien mis en place, qu'on a bien tout structuré avec vous pour avancer le traitement médicamenteux et après éventuellement des stratégies sur le côté selon les difficultés rencontrées? J'ai envie de dire ça, c'est un petit peu les choses qui sont à mettre en place. Donc, INSAF, la TCC demande un minimum de concentration. TDAH, c'est un de leurs problèmes, c'est justement le manque de concentration. Pour certains, TDAH, c'est le manque de concentration, pas pour tous. Donc voilà. Mais la TCC, c'est la mise en place de stratégies. Donc en fait, c'est la mise en place de comportements. Donc on sait par exemple que les TCC, c'est plus difficile de mettre en place des stratégies qui se répètent dans le temps. Donc oui, effectivement, ça peut être plus compliqué. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une des rares thérapies qui a montré vraiment beaucoup d'efficacité dans le TDAH. Et souvent, en fait, elle est d'autant plus efficace qu'on a une médication qui permet de stabiliser l'attention. Donc oui, je vous rejoins tout à fait sur la difficulté que ça peut entraîner, en fait, de mettre de la TCC. C'est pas un remède miracle. Hein. Donc, on est bien d'accord avec ça. Donc, alors, tac, je vois un petit peu. Alors, je fais un parcours des questions. Voilà, beaucoup. Je vous remercie énormément d'ailleurs d'être autant. Vous êtes presque 200 cette fois-ci. De plus en plus, donc ça me fait vraiment plaisir. Ça veut dire que ça vous intéresse sans doute comme format. Donc, n'hésitez pas à me dire hein, d'ailleurs si le format vous intéresse. Allez-y, hein. Faut pas hésiter. Moi, c'est un truc qui me botte. Hein, donc, alors, je ne Alors, je précise aussi que je ne saute pas de questions, d'accord? Il y en a juste qui passent et que j'ai même pas le temps de finir de les lire. Donc, je ne saute pas, je ne sélectionne pas vraiment les questions, j'essaie de suivre au maximum. Mais, euh, mais j'essaye vraiment de pouvoir répondre à un maximum. Et comme je vous ai dit, je réponds juste après. Donc, alors, donc, il y a des commentaires. Donc, c'est bien, en plus, vous interagissez entre vous. Donc, ça, c'est très intéressant. Merci. Bonjour Maëva. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Peggy, est-ce que le neurofeedback est efficace? Euh, alors, recherche, aujourd'hui, il y a trop de regards
différents. C'est-à-dire que quand vous avez des études seules, des études uniques et ainsi de suite, les résultats sont toujours magnifiques et ainsi de suite. Quand vous regardez des grosses méta-analyses avec des essais randomisés, contrôlés, avec des sujets, enfin une méthode expérimentale bien carrée, les résultats ne sont pas bons. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'a pas de résultats la plupart du temps. Par contre, toutes les études convergent vers la question, enfin en tout cas vers la réponse de la promesse que ça apporte le neurofeedback. C'est-à-dire que c'est une méthode qui est prometteuse dans le temps, mais qui nécessite encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour le valider. Donc ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Aujourd'hui, envoyer en première ligne en neurofeedback, c'est peut-être un peu prématuré. Donc les résultats, ils sont modérés, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment de résultats massifs, mais c'est très prometteur. Il y a 2 gros essais qui sont en train de se passer aux États-Unis, qui sont extrêmement contrôlés. Leur objectif est de faire ces évaluations sur des milliers de personnes pour arriver à une conclusion au moins partielle de l'efficacité ou non du neurofeedback. Résultat fin 2021, début 2022. En attendant, aujourd'hui, sur des grosses méta-analyses randomisées, les résultats, ils sont nuls aujourd'hui. Et nul, je dis, il n'y a pas de résultat, pas plus qu'un effet placebo. D'accord? Ça ne veut pas dire, encore une fois, comme toutes les prises en charge, que ça ne marche pas chez tout le monde. Ça veut dire que chez certaines personnes, sans doute que ça a des effets, mais par contre, l'idée, c'est qu'on n'a pas la réponse du pourquoi ça fonctionne chez ces patients-là. C'est vrai que c'est peut-être pas en lien avec le TDAH, mais par contre, peut-être avec des particularités de ces patients. Donc vraiment par rapport à ça, voir un peu ce qu'il en est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, moi, j'en verrai pas en neurofeedback première ligne. J'enverrai si on a fait toute une série de prises en charge qui n'ont pas fonctionné et on se dit, bah, on n'a qu'à tester ça, il reste ça, on va l'essayer. C'est un peu ça. Il y a pas mal de questions sur la TCC. Alors, thérapie cognitivo-comportementale. L'objectif des thérapies cognitivo-comportementales, c'est de trouver les stratégies. Je résume très fort, s'il y a des TCCistes dans l'équipe, ne me frappez pas, mais c'est de trouver des stratégies de compensation des troubles aujourd'hui. C'est-à-dire, on va avoir une analyse fonctionnelle de votre vie au quotidien, c'est de dire quelles sont vos difficultés, comment ça se manifeste au quotidien, et quelle est la stratégie qu'on va pouvoir mettre en place ensemble, hop, entre le patient et le thérapeute, pour essayer de combler le symptôme et de se dire, ok, il ne va plus poser problème. Ça, c'est vraiment l'objectif. Donc, ça, c'est vraiment un des objectifs de la TCC, de trouver des stratégies pour compenser l'impact des symptômes. En très résumé. D'accord. Rita. Ah bien sûr. Ah oui, bientôt 56 ans de TDAH, jamais diagnostiqué. Ah, si t'es jamais diagnostiqué, il n'y a pas de TDAH. Hein. Mais oui. Euh, en ayant un petit peu discuté avec le personnage, effectivement, on pourrait suspecter le problème. J'espère que tu vas bien aussi, en tout cas. Peut-on être formé aux habilités Barclay? Oui, en France, il y a pas mal Enfin, il y a quelques formations sur le sujet, de PEHP. Donc, on peut le faire. Céline. Valérie, quelle recommandation pour un enfant avec déficit d'attention auditive soutenu? J'ai envie de dire comment on l'a mis en évidence. C'est un vrai, vrai déficit, donc elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne jamais. Donc, ça, c'est la question. J'aurais pu, il n'y a pas de recommandation directe avec déficit d'attention auditive soutenu. Parce que, de manière générale, je suppose, et je peux me tromper, Valérie, c'est que ça a été évalué dans un test à un instant T, par une épreuve. Et donc, faire la différence entre est-ce que c'est un déficit ou une fluctuation, c'est très difficile quand on teste qu'à un moment. Donc, je ne sais pas. Déficit d'attention, ça voudrait dire vraiment que ça ne marche jamais. Là, dans ce cadre-là, c'est un peu problématique, on doit contourner le problème. Si ça fluctue, on est plutôt dans des fluctuations attentionnelles, et à ce moment-là, ça va s'accompagner. Mais il faudrait vraiment savoir de quoi on parle. Alors. Catherine, petit clin d'œil d'une orthoptiste très H. Oui. Catherine, d'ailleurs, tant que tu es dans le. Si tu es encore là, je ne t'oublie pas. J'envoie un mail dans pas longtemps. Ok, merci. Difficulté au réveil, probable symptôme d'étape dépressive aussi, Jade. Oui, comorbidité des troubles neurodéveloppementaux. Effectivement, on a des comorbidités. Il faut savoir que dans le TDAH, hein, que ce soit l'enfant, l'ado ou l'adulte, vous êtes avec une comorbidité avec la dépression qui est de 25 à 30%. Donc pour tous les professionnels, ne passez jamais à côté d'au moins une évaluation, ne fût-ce que superficielle de la question, pour être sûr de ne pas passer à côté.
Donc oui, Jade, je rejoins totalement la remarque. Euh, Catherine, est-ce qu'un trauma crânien peut déclencher ou exacerber un TDAH chez l'adulte? Alors, dans le trauma crânien, évidemment, on peut avoir des difficultés attentionnelles, des difficultés d'inhibition qui sont présentes. De base, si vous avez déjà un TDAH et qu'en plus il y a une désinhibition liée au trauma crânien, il y a une explosion de la symptomatologie. Donc oui, on peut exacerber le TDAH. Par contre, le déclencher, non. A priori, il était déjà présent. Alors, Florence, j'ai souvent le sentiment que les troubles du TDAH sont des troubles communs à beaucoup de personnes et puissance 10. Exactement. En fait, l'idée, ce ne sont pas des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs. C'est-à-dire que la distraction, de manière générale, tout le monde est distrait à un moment ou à un autre. Le problème du TDAH, c'est d'être plus distrait que les autres, ou de manière plus intense. Donc oui, tout à fait. Ce ne sont pas des choses irréelles, comme par exemple dans la schizophrénie, où vous avez des hallucinations. C'est-à-dire que tout le monde ne vit pas des hallucinations. Okay. Là, par contre, l'inattention, tout le monde l'a déjà vécu. Le problème, c'est que si l'inattention, elle est très fréquente et d'intensité plus importante, à ce moment-là, on va être un peu plus dans le TDAH. Bérénice, j'aimerais connaître votre point de vue sur le lien avec l'importance de l'alimentation, le microbiote intestinal, les carences EPA, DHA. Je suis naturopathe et l'approche complémentaire de plusieurs professionnels est essentielle dans la construction de suivi. Alors j'ai fait une intervention sur l'hygiène de vie et le TDAH, où je parlais justement de la question de l'alimentation, de l'importance de l'alimentation. Et qu'une des choses qu'il faut vraiment avoir en tête dans le TDAH, c'est que l'alimentation équilibrée, elle est absolument essentielle. C'est-à-dire que on n'a pas de lien direct entre TDAH et les difficultés, je veux dire, des sensibilités, des particularités, par exemple, alimentaires. D'accord? Ce lien-là, aujourd'hui, voilà. Par contre, clairement, si vous avez un TDAH et qu'en plus vous avez des sensibilités, des particularités alimentaires, forcément, ces particularités peuvent engendrer plus de symptômes dans le TDAH. Donc évidemment, je vous rejoins sur la question complémentaire. C'est-à-dire, dans le TDAH, ne rentrons pas dans l'idée que tous les TDAH doivent faire des régimes super stricts, ainsi de suite. C'est pas du tout le cas. D'accord? Par contre, on sait que, comme chez tout le monde déjà, une alimentation équilibrée est importante pour maîtriser l'intensité des symptômes, et qu'en plus, si vous avez un TDAH avec des particularités, c'est important de les connaître parce que ça va permettre d'équilibrer les choses. Encore une fois, l'idée n'est pas de masquer le TDAH, mais juste de prendre en charge l'intensité de la symptomatologie. C'est qu'on sera toujours TDAH avec une approche alimentaire si elle est nécessaire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas systématique, elle n'est pas obligatoire. Il y a des TDAH qui fonctionnent très très bien sans ça. Et voilà un petit peu l'idée, c'est-à-dire qu'on va avoir un regard sur l'alimentation, qui est une alimentation saine, d'accompagnement, et faire attention à des particularités éventuellement, des sensibilités alimentaires qui peuvent être présentes chez certains, et qui peuvent entraîner une dysrégulation plus importante des symptômes du TDAH. Donc, importance dans l'hygiène de vie de base, de regarder cet aspect alimentaire, évidemment, mais de ne pas en faire une prise en charge obligatoire, absolument nécessaire et indispensable. C'est-à-dire que s'il y a une alimentation de base qui est correcte, c'est pas quelque chose dans lequel on doit creuser. C'est un peu ça aujourd'hui l'idée. Alors, vous posez beaucoup de questions. Euh, alors, est-ce qu'on peut faire appel à moi pour faire un bilan des anciens examens neuro réalisés pour un adulte? Alors pour le moment, Malalka, non, je prends pas de consultation. Donc, euh, donc non, malheureusement, je ne prends pas de consultation pour l'instant. Donc voilà. Par quel bout prendre l'aide pour une triangulation haut potentiel, voire très haut potentiel TDA, difficulté à la régulation émotionnelle? Vanessa, qu'est-ce qui pose le plus de problèmes? Et vous commencez par là directement. C'est-à-dire que le haut potentiel, ça n'engendre pas de troubles en particulier, d'accord? Ça peut majorer des symptômes, mais ça n'entraîne pas de troubles directement. Ok, c'est pas une pathologie. Donc ça peut majorer. Par contre, ça peut augmenter l'intensité d'autres choses. Hein. D'accord? On n'est pas invincible en étant au potentiel. Ça peut majorer des troubles à côté.
Donc, la question va se poser sur difficulté de régulation émotionnelle, TDAH, dans le cadre d'un fonctionnement à haut potentiel. Donc, entre le TDAH et la régulation émotionnelle, qu'est-ce qui pose le plus de problèmes? Si c'est la régulation émotionnelle, vous partez sur les accompagnements, gestion d'émotions, régulation, et ainsi de suite. Si vous êtes plutôt en problématique avec le TDAH, c'est le TDAH qu'il faut prendre en charge directement. L'idée, c'est que le professionnel qui a fait les évaluations, qui vous a permis d'arriver au diagnostic, doit être capable de vous accompagner, de vous donner les bonnes stratégies par rapport à ça. Il est capable de vous donner ces stratégies s'il a fait l'identification de ce qui pose le plus de problèmes aujourd'hui. Je vois beaucoup d'études, de questions là-dessus, sur, en gros, j'ai plein de problématiques, qu'est-ce que je dois prendre en charge en premier? Mais normalement, le professionnel qui est avec vous, il hiérarchise les problématiques. C'est-à-dire qu'il va vous dire, ok, dans votre fonctionnement, qu'est-ce qui pose le plus de problèmes? On va commencer par ça, on va trouver les solutions, et après, tac, ça ne veut pas dire qu'il oublie le reste, hein, d'accord? C'est juste qu'il sait que ça a potentiellement des influences, mais l'idée, c'est d'arriver à se dire, ah, je vais essayer de faire en sorte de gérer le plus problématique. Et donc, ça nécessite de, forcément, de savoir ce qui est le plus problématique aujourd'hui. Donc, forcément, on travaille là-dessus. Alors, Karine, notre fils nous a fait une grosse crise samedi soir suite à l'arrêt de jeu vidéo. Il était hors de lui, nous avons arrêté le jeu, il est devenu violent. Ce matin, sous avis du médecin de famille et suite à la crise, je suis allé aux urgences. On m'a répondu c'est une crise d'adolescence. Précision, mon fils joue très peu au jeu. Ouais, la crise d'adolescence, c'est l'excuse facile, ça. C'est de savoir un peu ce qui a déclenché vraiment la crise, de savoir comment accompagner les choses, jusqu'où ça a été et quel a été le déclencheur et surtout pourquoi on en est arrivé jusque-là. Je pense qu'il y a toute une évaluation à faire pour arriver là. Clairement, je ne vais pas vous la faire en 3 minutes sur Internet, ça c'est clair et net. Donc l'idée, c'est que j'ai pas de solution directe par rapport à ça, je ne me vois pas donner des solutions directes par rapport à ça. Mais par contre, je pense que les urgences et de vous dire c'est une crise d'adolescence, c'est très mal placé de leur part, je pense, de l'avoir fait comme ça. Je pense qu'il y a cette question quand même, au moins de vous réaiguiller vers des gens qui sont capables de gérer les choses derrière. Donc, voilà. Mon fils de 7 ans a été diagnostiqué récemment TDAH. Il a des soucis sur certains types d'apprentissage bien ciblés. Selon la neuropsy, on pourrait retrouver un équilibre en 15 séances de rééducation cognitive. J'ai un doute. Qu'en pensez-vous? J'en pense que je souhaite vraiment que ça marche, mais j'ai des doutes. C'est-à-dire que s'il y a bien une chose, s'il y a bien une chose qu'on doit faire en psycho, c'est jamais euh, de on ne vend pas de résultats en psycho. C'est-à-dire que si vous trouvez quelqu'un qui dit voilà, on va retrouver un équilibre en autant de séances, il faut déjà être balèze pour dire ça. Donc, c'est qu'en psycho, on joue sur l'être humain, sur des facteurs, sur du multifactoriel. Donc, en fait, notre objectif de dire en 15 séances, je suis capable de faire ça, c'est vendre du résultat, il faut être courageux pour le faire et être sûr de soi. Donc, ça, c'est un. Deux, les rééducations cognitives. En fait, ce qui me questionne, c'est qu'est-ce qu'on cache derrière rééducation cognitive? Si c'est de l'entraînement, de l'exercice, de la rééducation de fonctions cognitives, aujourd'hui, les études sont claires sur le sujet, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, en fait, c'est pas vrai. J'exagère quand je dis ça. Ça fonctionne sur les exercices qui sont entraînés en cabinet. Donc, pas très utile pour la vie de tous les jours. Il y a très peu de transferts sur les apprentissages scolaires, il y a très peu de choses là-dessus. Donc, je pense que c'est un petit peu. S'il n'y a rien d'autre qui a été fait avant, je pense que commencer par là, c'est peut-être pas forcément la bonne solution. La rééducation cognitive, mais encore une fois, ça dépend de ce qui est caché derrière ce terme de rééducation cognitive. Mais si on est sur des approches, j'ai cru voir passer un message rapidement, CogMed et ainsi de suite, aujourd'hui, ça ne montre pas de résultats sur autre chose que sur CogMed. Donc, ou les épreuves proches de ça. Mais quand on essaie de généraliser à la vie de tous les jours, ce transfert-là, il est quasiment inexistant. Donc, faire attention avant de s'engouffrer là-dedans, je dirais. Ça peut être un truc complémentaire, mais je pense que c'est pas une prise en charge directe du trouble en tant que tel, personnellement. Marina, le médicament se dose en fonction du poids de l'âge ou et de l'intensité du trouble. Alors Marina, je suis pas médecin, donc c'est difficile. Alors de manière générale, la prescription se fait souvent sur... Alors je donne mon avis, et encore une fois, je suis pas médecin du tout.
demandez vraiment un avis médical sur la question. D'accord? C'est vraiment, pour moi, c'est indispensable. Globalement, la prescription globale, elle se fait souvent sur le poids et l'âge de l'enfant. Elle ne devrait pas être faite comme ça. Elle devrait vraiment, enfin, de l'enfant du patient. Elle devrait être normalement faite sur l'intensité du trouble. C'est-à-dire, plus le trouble est intense, plus on aura une tendance à avoir des doses augmentées. Logiquement, ça devrait être comme ça. En commençant toujours au niveau de la prescription par la plus petite dose possible. Et après, on augmente selon l'impact du trouble. D'accord? Logiquement, ça serait comme ça, mais on a beaucoup de premières prescriptions poids-âge. En gros. Là, non, taille-âge. Taille-poids, je vais y arriver. Taille-poids. Donc, on va plutôt regarder sur ces aspects. Donc, voilà. C'est un peu. Normalement, c'est un peu comme ça. On commence toujours par la plus petite dose possible. On va mettre taille, le ratio taille-poids, en gros. Et les prescriptions sont souvent faites comme ça, alors qu'elles devraient plutôt être sur l'augmentation en lien avec l'intensité du trouble. Et logiquement, elles devraient pouvoir fluctuer selon l'intensité du trouble. Aux États-Unis, par exemple, la plupart des psychologues qui font le suivi médicamenteux, ils ne prescrivent pas, mais ils font le suivi médicamenteux, peuvent en fait faire ce suivi de dosage des médications. Mais encore une fois, pour ça, demandez vraiment l'avis médical. Moi, je ne suis pas là pour vous dire, voilà, il faut donner telle chose. J'en sais rien du tout. Euh, où peut-on se former à la psychoéducation du TDAH? C'est une très bonne question, ça, Léa. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il faut trouver des formations TDAH et sur laquelle on vous explique vraiment le trouble et comment le faire passer aux autres personnes. Vous pouvez retrouver parfois sur la page des articles sur le sujet, des vidéos éventuellement sur le sujet, mais globalement, effectivement, c'est plutôt comme ça qu'on va essayer de le faire. Esther, est-ce que les parents peuvent aussi être accompagnés? Je ne sais pas qu'ils devraient être, c'est pas qu'ils peuvent être, c'est ils doivent être. C'est une obligation, logiquement. C'est-à-dire que c'est la même chose que je vous expliquais avec les enseignants tout à l'heure, de dire un enseignant qui a compris son élève, c'est plus facile pour lui. Mais en fait, c'est la même chose avec les parents. Le parent qui a compris son enfant, c'est beaucoup plus facile de mettre des choses en place. Donc on doit accompagner les parents, on doit expliquer aux parents ce que c'est le TDAH, ce que ça implique, comment gérer les problèmes de comportement associés, comment gérer éventuellement la question de l'inattention, de comment on peut mettre des choses en place, et ainsi de suite. Donc voilà, je pense que oui. Esther, c'est qu'on doit les accompagner. Ça ne devrait pas être une option aujourd'hui, ça fait partie des recommandations de prise en charge. Maud, petite question, peut-on poser un diagnostic de TDAH chez un enfant qui aurait été témoin très jeune de violences intrafamiliales ou cela fait partie des critères qui excluent lors du diagnostic? C'est pas un critère d'exclusion. Le TDAH, en fait, le dernier critère du TDAH, c'est il n'y a rien de mieux qui explique les problèmes que le TDAH. Ici, l'idée, le différentiel que vous allez devoir faire, Maud, entre ça, c'est un stress post-traumatique et un TDAH. Et donc le stress post-traumatique a des critères de diagnostic différents du TDAH. Ils ont des symptômes en commun, mais ils ont des critères de diagnostic différents. Donc il faut être capable de différencier les deux. Comme ça. Bonsoir Charlotte. Isa, plusieurs livres dans Attentif comme une grenouille de Lachaud. Alors Attentif comme une grenouille, c'est pas de Lachaud, hein. Donc je tiens à le préciser quand même. Non. Isa, attentif comme une grenouille, je sais plus, mais Jean-Philippe Lachaud, ce qu'il a écrit, c'est les petites bulles de l'attention. Donc c'est lui qui a écrit. Donc le rôle de l'alimentation, j'en ai parlé. Comment fait-on pour avoir une guidance parentale, Priscilla? Il faut trouver un professionnel. Il y a de plus en plus de professionnels formés aux guidances parentales. Donc je pense vraiment qu'il y a une question de trouver le professionnel pour. J'espère pouvoir faire un annuaire à un moment donné des professionnels que moi j'ai pu former sur la guidance parentale. À ce jour, donc sur les trois dernières années et demie, je pense, j'ai formé pas loin de 300 professionnels. Je ne sais pas si clairement ils ne font pas tous cet aspect-là, mais les programmes d'entraînement aux habilités parentales, j'espère vraiment pouvoir fournir à un moment donné sur la page un annuaire de personnes formées à la guidance parentale. Mais aujourd'hui, il faut juste se renseigner, il y a pas mal de professionnels formés.
Peggy, pensez-vous qu'une supplémentation en fer et magnésium serait bénéfique à un enfant avec TDAH et TOP? Le médecin ne veut même pas prescrire une prise de sang car pour lui, un enfant ne peut pas avoir de carence. Alors, il y a des enfants qui ont des carences, déjà, ça c'est sûr. Après, l'idée, c'est que si carence il y a, ben oui, trouvez un médecin qui fait une prise de sang, hein, c'est pas un truc fou. Trouvez-en un autre en tout cas. Après, dans le TDAH, on sait que les problématiques fer-magnésium, en fait, c'est pas qu'il y a forcément, c'est pas tous des carences. C'est-à-dire qu'on a des fluctuations de taux de fer. Donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est cette idée que certains patients ont des taux de fer très bas, d'autres ont des taux de fer très hauts, et inversement avec le magnésium. C'est-à-dire qu'on a une espèce de difficulté à la régulation de ces aspects-là. Il y a un lien entre les deux. Il n'y a pas de causalité, mais il y a un lien pour le moment entre les deux. Donc, alors, je passe. Déjà 18h50. Dorian, le TOP fait-il souvent partie du tableau clinique du TDAH dans plus de la moitié des cas? Oui. Alors le TOP, c'est le trouble d'opposition avec provocation, c'est un trouble du comportement qui va se manifester au travers de symptomatologies de colère, de repousser les limites, de tester toujours l'autorité des adultes, de reporter toujours la faute sur l'autre, c'est jamais la faute de l'enfant. On peut avoir de la méchanceté à certains moments, mais pas obligatoirement. L'enfant peut en vouloir longtemps aux gens, c'est-à-dire qu'il vous en veut très longtemps. Il peut être très irritable, susceptible, et ainsi de suite. C'est un trouble du comportement. Il faut savoir que dans plus de la moitié des cas, c'est présent dans le TDAH. Pourquoi? Parce qu'au niveau cérébral, vous avez des réseaux en commun, notamment les systèmes de la récompense, qui sont dysfonctionnels dans certains cas, dans les deux troubles. Donc on va avoir des connexions entre les deux. Donc voilà. Marina, qu'est-ce que je recommande pour faire baisser l'anxiété de performance des étudiants et autres? Ça dépend de la problématique. Qu'est-ce qui engendre l'anxiété de performance? J'ai pas de recommandation toute faite en fait. Je fais souvent les. Moi je fais pas souvent, c'est pas vrai, mais analyse fonctionnelle, savoir ce qui engendre la problématique, de savoir comment ça monte, le contrôle de l'anxiété, les stratégies de contrôle de l'anxiété, et ça ce sont les personnes qui sont formées, encore une fois en TCC, on va me dire, j'ai une marotte avec ça, mais avec la TCC qui va gérer ça. Donc moi je réoriente en fait Marina. Je fais pas de prise en charge. Viren Gon, la peur de réussir touche-t-elle plus le TDAH? C'est une très bonne question ça. Je ne sais pas. La peur de réussir. Il y a des aspects anxieux. Hein. C'est-à-dire que, encore une fois, pour le TDAH, les comorbidités, l'anxiété, par exemple, c'est au même titre que la dépression. Vous avez 25 à 30% des patients TDAH qui présentent de l'anxiété. Donc peut-être qu'il y a cet aspect-là. Ouais. La peur de réussir, peut-être, est liée à l'anxiété à ce moment-là. Donc, si c'est lié à l'anxiété, oui, c'est plus dans le TDAH que dans la population normale, clairement. Colline, mais merci pour le soutien, en tout cas. Donc, donc Karel, mon fils 16 ans vient de diagnostiquer TDAH par un neuropsychologue. Prochaine étape, médecin pour Ritaline. Nous sommes perdus quant à la marche à suivre. Alors Karel, ça dépend dans quel pays vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes en France ou en Belgique, le neuropsychologue, il diagnostique pas. Donc ça, c'est déjà important. Et sinon, prochaine étape, ça dépend des difficultés qu'il rencontre. A priori, oui, 16 ans, on va penser à Ritaline si vraiment le retentissement est trop sévère aujourd'hui. Sinon, il y a peut-être d'autres choses. Y a-t-il un lien entre énurésie et TDAH? Plusieurs patients oublient d'aller aux toilettes. Alors, Anne, il y a des études sur le lien énurésie et TDAH, ouais. Il y a des dysrégulations comme ça qui peuvent être particulières, effectivement. On en trouve. On trouve des liens. Pas de causalité, encore une fois, mais oui, il y a un lien entre les deux. Il y a des études sur le sujet. Ouais, ouais. Clara, étudiant, un TDAH peut-il la conséquence directe d'un trouble de l'attachement ou pas? Dans ce cas, on doit plutôt parler d'agitation psychomotrice et troubles associés. Oui, le TDAH, c'est pas la conséquence du trouble d'attachement. C'est-à-dire que soit le TDAH était déjà présent à la base, encore une fois, c'est un trouble neurodéveloppemental. Quand l'enfant naît, il a la prédisposition à développer son cerveau, à continuer à développer la maturation cérébrale en format TDAH. D'accord? Donc s'il y a trouble de l'attachement, c'est pas en lien avec le TDAH. Par contre, le trouble de l'attachement, on peut avoir une symptomatologie
type d'un TDAH comme l'agitation psychomotrice. Donc si le trouble de l'attachement explique mieux les symptômes, c'est un trouble de l'attachement, c'est pas un TDAH. Par contre, c'est pas un facteur d'exclusion. Le trouble de l'attachement ne va pas expliquer l'ensemble des difficultés qui peuvent être présentes dans un TDAH. Donc voilà. Alors, je prends une dernière question. Il est 19h. Je suis désolé du grand nombre de questions. Je suis vraiment, vraiment désolé de ne pas répondre à tout ça, mais je vous promets, je passe et je réponds aux questions individuellement par écrit dans la semaine. D'accord Elodie, je voulais vous remercier pour tous vos conseils. J'ai mis en place le tableau avec des tâches de routine. Mon fils prend ça comme un jeu. Ben, c'est génial, tant mieux alors. Ben, tant mieux si c'est si ça a apporté en tout cas une aide à un moment donné. Oui. Donc, tant mieux, ça veut dire que je continue à travailler sur ça et que c'est toujours un plaisir de voir que ça peut aider des choses, des gens. Donc ça, merci, merci, merci. Alors, je prends une dernière question. Je vais aller à la fin. Et vous me dites. Malgré un TDAH, avoir une vitesse de traitement très élevée peut-il s'expliquer? Bah, Christine, oui, ça fait partie du fonctionnement. Le TDAH, ça n'empêche pas d'avoir une bonne vitesse de traitement, surtout que ça fluctue, donc c'est pas un souci de pouvoir traiter les informations rapidement. Hein. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, hein, Christine. Vraiment. Je pense que c'est pas un problème. Le TDAH n'a pas forcément une vitesse de traitement ralentie. Hein. Donc voilà. Après, l'explication, c'est peut-être que c'est juste un point fort chez lui, chez le patient. Donc oui, ça s'explique par le fait que c'est un point fort. Tout simplement. Donc, je pense que ça peut être plutôt comme ça. 19h. Écoutez, j'ai un autre live juste derrière. Donc, je vais vous remercier énormément. J'espère en tout cas que ce qu'on fait ici, ça vous intéresse. C'est-à-dire que je vais continuer à faire des lives sur les questions-réponses TDAH. Donc, n'hésitez pas, continuez à poser vos questions au besoin, même si on ne le fait pas en live directement, posez vos questions. De toute façon, je continue à faire les lives, j'en fais un par mois, d'office, s'il y a vraiment plus de demandes, parce qu'en fait, je vois qu'à chaque live que j'organise, il y a de plus en plus de monde. Ici, vous étiez près de 200 à certains moments sur le live, donc merci vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport à ça. Dernière question de Peggy, quel pourcentage d'adultes TDAH par rapport aux enfants? On est à entre 5 et 7% d'enfants TDAH et on est entre 3 et 4% d'adultes. Donc voilà, à peu près les choses. Donc vraiment un tout grand merci par rapport à tout ce que vous faites, à toutes vos questions. N'hésitez pas, continuez à poser vos questions. L'objectif pour moi en 2021, c'est vraiment d'essayer de faire connaître, reconnaître, d'accompagner le TDAH un maximum. Vraiment continuer à faire ça, c'est en communiquant ensemble et en diffusant l'information qu'on va réussir aussi à faire connaître le TDAH et à ce qu'il soit mieux compris et accompagné. Donc vraiment continuez, je vous encourage à suivre la page évidemment, à participer éventuellement. Je vous fais juste un petit teaser. La semaine prochaine, lundi prochain à 18h30, il y a une conférence sur haut potentiel TDAH, donc les aspects de symptômes qu'on peut confondre, évidemment, d'accord? Donc les confusions, mais aussi les différences qui vont apparaître entre les deux profils. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de faire avancer les choses et de mieux comprendre, lundi prochain, 18h30. Alors c'est pas un live, c'est une conférence pour le coup sur le sujet, le lien est dans les événements. Mais surtout, continuez à suivre, à diffuser l'information vraiment. Le live reste sur la page, donc si vous voulez revoir, si vous êtes arrivé en retard et ainsi de suite, le live sera sur la page, sur la chaîne YouTube également. Et donc, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et à tout bientôt. De toute façon, au mois d'avril, c'est le prochain live. Il y en aura sûrement d'autres parce qu'en fait, j'ai posé la question ce matin sur est-ce que ça vous intéresserait d'avoir plus de live? Pas forcément que des questions-réponses, mais plus de live sur des échanges, sur des articles, des livres, ainsi de suite. J'ai l'impression que les réponses étaient plutôt positives par rapport à cette question. Donc, je vais essayer de mettre en place vraiment un système peut-être. Alors, très modestement, une espèce de petite télévision TDH, on va dire ça comme ça, des émissions TDH peut-être. Je sais pas trop encore comment l'appeler, mais de faire plus de live avec vous pour pouvoir échanger sur plein de sujets autour du TDH, c'est mon objectif pour 2021. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée, profitez bien,
et faites attention à vous. Et on se retrouve donc tout bientôt pour de prochaines interventions. Bonne soirée!